La boue et l'or, l'alchimie. Voici l'hexagramme de Salomon et la représentation des trois grandes étapes du grand œuvre, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Alchimie, origine et définition. Il s'agit d'une pratique de recherche en vogue, notamment au Moyen Âge, ayant pour objet principal la composition d'élixirs de longue vie et de la panacée universelle, ainsi que la découverte de la pierre philosophale en vue de la transmutation des métaux vils, impurs, en métaux précieux. Cela vient du latin médiéval alchimia, de l'arabe alchimia, du grec koumeia, c'est une miction. C'est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire, d'améliorer la matière. L'alchimie prend ses sources en Égypte au IXe siècle avant Jésus-Christ. Alchimia signifiant pierre philosophale, qui permet de changer les métaux en or donc. Le terme alchimie étant d'ailleurs dérivé du mot grec chimi ou du copte kémé, qui désigne les boues limoneuses des rivages du Nil. C'est une science que l'on peut donc qualifier de mystique. C'est par la traduction des textes arabes que l'alchimie arrive en Europe. De nombreux savants, appelés initiés, souffleurs ou philosophes, s'adonnent à cette science occulte, cachée. L'alchimie était par ailleurs associée à une autre science en vogue à cette époque-là, l'astrologie. Ainsi, chaque métal était associé à une planète. On n'en connaissait que 7 à l'époque. La philosophie hermétique avait pour but de trouver la pierre philosophale, qui permettait de changer les métaux en or, de préserver la santé et de prolonger la vie. Le processus de la réalisation de la pierre philosophale était appelé le grand œuvre. La pierre prend 3 couleurs successives, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. On distingue d'une part le savant, qui par des procédés secrets mais scientifiques, essayait de trouver la pierre philosophale. D'autre part, il y a les escrocs, communément appelés les souffleurs, qui faisaient des expériences plutôt hasardeuses pour leurrer, pour tromper les gens. C'est souvent associé à la magie et à la sorcellerie. Au XVIIIe siècle, l'alchimie s'essouffle et laisse place à la chimie. En fait, cette science occulte a ouvert la porte aux sciences telles que nous les connaissons actuellement, la médecine, la chimie, etc. Alchimie, image de la création littéraire. Pour de nombreux artistes du XIXe siècle, la poésie serait la pierre philosophale, capable de sublimer la matière. Ainsi, on retrouve ce thème explicite ou implicite dans de nombreux poèmes comme L'Alchimiste d'Aloysius Bertrand, El Desdichado de Gérard de Nerval ou encore La Nuit de mai d'Alfred de Musset. Si l'alchimie au sens propre du terme est une transformation du plomb en or grâce à la pierre philosophale, alors au sens métaphorique, il s'agit d'une métamorphose de la réalité par un langage particulier. La banalité, la laideur, la souffrance, tout ce qui peut être négatif est alors sublimé, est alors transposé en quelque chose de pur, d'idéal. La boue,
au sens propre, vous le savez, est une substance épaisse, d'eau, de terre, d'immondices mélangées. Wark. Que faire avec de la boue? Comment transformer cette masse informe en quelque chose de précieux? Eh bien, il s'agit de l'art du poète. L'or, lui, c'est un métal précieux, de couleur jaune, brillant, inaltérable. Il se présente sous forme de pépites. Ce métal est devenu l'unité monétaire mondiale qui a fasciné bon nombre de chercheurs pour ses propriétés et sa brillance. Pensez à la ruée vers l'or. Ainsi, au sens figuré, l'or est souvent associé à la lumière, à quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur. D'où le goût pour les blondes. Ainsi, l'alchimie en poésie réside dans l'art de transformer l'ordinaire en extraordinaire, la laideur en beauté, rendre visible l'invisible. L'alchimie poétique réside en une belle représentation des choses, et peu importe finalement le sujet. L'alchimie poétique, c'est une métaphore de la création poétique. L'alchimiste d'Aloysius Bertrand, publié en 1842, mais publié à titre posthume en 1842. Rien encore. Et vainement ai-je feuilleté, 3 jours et 3 nuits aux blafardes lueurs de la lampe, les livres hermétiques de Raymond Lulle. Non, rien. Si ce n'est avec le sifflement de la cornue étincelante, les rires moqueurs d'un salamandre qui se fait un jeu de troubler mes méditations. Tantôt, il attache un pétard à un poil de ma barbe. Tantôt, il me décoche de son arbalète un trait de feu dans mon manteau. Ou bien fourbit-il son armure. C'est alors la cendre du fourneau qu'il soude sur les pages de mon formulaire et sur l'encre de mon écritoire. Et la cornue, toujours plus étincelante, siffle le même air que le diable quand Saint-Éloi lui tenailla le nez dans sa forge. Mais rien encore. Et pendant 3 autres jours et 3 autres nuits, je feuilletterai aux blafardes lueurs de la lampe les livres hermétiques de Raymond Lulle. El Desdichado de Gérard de Nerval, publié en 1854. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salue. Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Byron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée.
Et du côté de chez Baudelaire, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Car j'ai de chaque chose extrait la quintessence, tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. Le terme alchimie est peu évoqué dans le recueil. Les traces directes sont alchimie de la douleur à la fin de la section spleen et idéal, et une ébauche d'épilogue pour la deuxième édition du recueil. Le poème Alchimie de la douleur évoque plutôt une anti-alchimie, puisque le poète semble frappé d'une malédiction totalement contraire à celle du roi Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en fer et non en or. On retrouve l'évocation d'Hermès Trismégiste, qui selon la tradition serait le père de l'alchimie. Baudelaire, le poète, est donc celui qui transpose les procédés du grand œuvre pour trouver la pierre philosophale à la création poétique. Pourtant, il est possible d'affirmer que ce thème est un élément d'arrière-plan du recueil. D'ailleurs, le thème de la floraison, que l'on retrouve dès le titre du recueil avec le substantif « fleur », peut faire allusion au processus final de la coction au cours de laquelle apparaissent les couleurs. Fleur de soufre ou fleur de zinc, les couleurs du grand œuvre. Mais après des sublimations répétées. Ainsi, le titre est aussi une référence à l'alchimie. L'alchimie poétique, chez Baudelaire, c'est la volonté de connaître les lois de la vie dans l'homme et la nature, l'idéal. Mais ce recueil se place également sous le thème de l'obscurité, de la mélancolie et de l'ennui marqué par la chute suite au péché original, le spleen. D'une part, on retrouve des poèmes très solaires dans le recueil. Lisez Élévation, Aube spirituelle ou Le flambeau vivant. D'autres poèmes évoquent l'union avec la nature édénique, Ève et Adam, le paradis terrestre. Revoyez Parfum exotique, Harmonie du soir, L'invitation au voyage ou encore La mort des amants. D'autres poèmes, encore, sont marqués par l'exil, par l'exclusion. Cela est frappant dans l'Albatros, Le cygne ou Le goût du néant. Ces poèmes expriment le spleen. Ils relatent l'impossibilité de l'homme à s'élever au-delà de lui-même et la conscience que l'homme a de cette fatalité. Selon la tradition ésotérique, la seule solution pour le poète d'atteindre le bien, c'est de procéder de manière inversée et d'aller s'enfoncer plus encore dans le mal pour renaître, autre et plus pur. Ainsi, on peut faire le lien avec l'un des processus du grand œuvre, l'œuvre au noir. C'est la réduction de la matière par destruction ou putréfaction. C'est pourquoi on retrouve dans l'œuvre du poète le thème de la décomposition, que l'on peut aisément rapprocher de la boue. Vous voyez encore une fois une charogne ou les métamorphoses du vampire. La boue, c'est souvent, je l'ai déjà dit, le symbole de l'œuvre noire dans les traités d'alchimie. On peut même aller jusqu'à dire que les fleurs du mal regroupent tous les points que l'on retrouve sur l'hexagramme de Salomon Trismosin, un célèbre alchimiste de la Renaissance dont vous avez la représentation en première page. Les abysses du ciel et de l'enfer, l'homme et la femme, le soleil et la lune, fixe et le volatile, la mer et la terre, ou encore les trois règnes que sont le minéral, le végétal et l'animal. Le titre alchimique du recueil. D'abord, on retrouve bien sûr une antithèse d'opposition qui édifie la poésie.
Les fleurs du mal, on peut parler d'oxymore. Il y a ce substantif fleur évoqué précédemment qui peut avoir une connotation positive et renvoyer au féminin, à la beauté et aussi à l'alchimie, la floraison. Le mal représente quant à lui le malheur, la misère infligée au poète. Ce sont des références au spleen, avec la mélancolie, le regret, l'angoisse de la mort. Mais le mal, c'est aussi la manifestation de cette poésie nouvelle qui se nourrit du blasphème et du péché, qui se nourrit de l'infamie, qui se nourrit de l'horreur et du macabre. Ainsi, l'association de ces deux termes évoque une beauté pour le moins bizarre, une alchimie capable de transformer le lait en boue, la boue et l'or. Baudelaire, en chat. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur sa chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flancs bleus et bruns. Ben, je prépare ça tous les jours.